Est-ce Marcher que vous m'entendez toujours? parfaitement. Donc, pour les autres, l'idéal, c'est de couper les micros, bien sûr, ça évite les échos. Et puis, je vais couper ma caméra pour donner la bande passante. Alors, vous voyez bien mes diapos. Normalement, j'ai lancé le partage, mais voilà, Non, c'est tout bon. c'est bon. Alors, donc, bah, bonjour à tous. Donc, effectivement, romanceur, ingénieur-chercheur à EDF R&D. Le travail que je vais vous présenter, alors, c'est un travail qui est encore en cours. Donc, je précise d'emblée que je souhaitais voilà, avoir encore plus d'éléments à vous montrer aujourd'hui et voilà, peut-être voilà, lors d'une prochaine occasion, je doute pas qu'il y aura pas mal de nouveautés sur le sujet à court terme dans les semaines qui viennent parce que c'est un travail qui débute simplement et qui va se poursuivre. Alors, ceci étant dit, donc, ben, je vais vous parler de la décomposition de Curran-Lenièvre ou d'ACP fonctionnel pour l'étude de sortie de Qatar. Alors, en, en, en introduction, quelques éléments sur le code Qatar. Donc, c'est un code qui est utilisé à EDF, également à Framatome, et on va dire en général dans les différentes entreprises du nucléaire en France pour simuler des transitoires accidentels. Donc, ça a été développé par le CEA depuis un certain nombre d'années et c'est un code dit de thermohydraulique système. C'est-à-dire que, grosso modo, il est basé sur une modélisation 0D, 1D des, du circuit, enfin des différents circuits qui sont représentés. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a des développements un peu plus récents où on peut modéliser des éléments 2D, 3D, mais il s'agit avant tout d'une description axiale des éléments des circuits. Donc, il repose sur 6 équations, donc, comme indiqué, donc 3 équations de conservation, et il s'agit d'un code diphasique qui permet de représenter bah, voilà, l'apparition de vapeur notamment dans le circuit primaire euh, euh, au cours d'un transitoire accidentel, mais également dans le circuit secondaire de manière générale. Et puis donc effectivement, en plus de ces équations générales, il y a des modules qui sont bah, dédiés à la modélisation spécifique d'un certain nombre de composants, des principaux composants du circuit primaire notamment, enfin des différents systèmes qui sont en jeu dans un réacteur nucléaire et qu'on peut vouloir modéliser pour ce type de simulation. Alors, euh, comme indiqué, donc toute simulation réalisée avec le code Qatar repose ben, donc, sur une modélisation, donc que ce soit la modélisation Qatar, enfin, c'est-à-dire les modèles physiques qui sont implémentés dans Qatar, euh, la plateforme elle-même, ou la modélisation particulière développée pour simuler un scénario spécifique. Évidemment, Qatar peut être utilisé pour faire des simulations relatives à différents types de réacteurs, ou alors différents sous-systèmes en fonction de ce à quoi on s'intéresse. Donc, il y a toujours une modélisation particulière qui est sous-jacente. Euh, alors, bon, j'espère ne pas dire trop de bêtises sur ces aspects thermodynamiques, parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Donc, ceux d'entre vous qui connaissent, qui en sont plus spécialistes, pourront éventuellement corriger. Toujours est-il que euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que, bon, déjà, on se place à l'échelle système, dite système, c'est-à-dire pas à l'échelle euh, euh, plus fine des calculs de CFD où on modélise la turbulence et ce genre de choses. Mais surtout, bah voilà, il y a des éléments de modélisation qui rentrent en jeu et on va le voir dans un instant, qui sont susceptibles de comporter un certain nombre d'incertitudes.
Alors, il y a donc des incertitudes dans les différentes hypothèses et modélisations qui sont en jeu lorsqu'on simule avec Qatar des transitoires thermohydrauliques. Et donc, il y a un certain nombre de problématiques d'ingénierie pour lesquelles on utilise Qatar, qui amènent justement à utiliser davantage Qatar qu'auparavant. Alors, tout simplement, la volonté d'explorer plus finement un certain nombre de scénarios, euh, euh, le fait qu'il y ait des exigences accrues, renforcées de la part de l'autorité de sûreté dans certains dossiers fait que, eh ben, il y a des études plus poussées qui sont nécessaires pour répondre à ces exigences. Et donc, auparavant, Qatar, qui était utilisé pour, on va dire, par exemple, soit de la R&D ou de l'ingénierie, on va dire, de licensing, ou mettre au point des modèles plus simplifiés enveloppe qui euh, euh, étaient utilisés de manière courante pour les justifications, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais également parce que il y a avec le vieillissement de certains enfin des réacteurs, hein, le vieillissement normal au cours du temps, il y a certains critères de sûreté qui sont plus difficiles à démontrer qu'avant et tout simplement il faut faire des études plus fines pour cette raison-là également. Dans tous les cas, euh, voilà, il y a un recours plus important qu'avant à ce code pour l'étude de transitoire accidentel et avec une nécessité de surcroît de prendre en compte explicitement les incertitudes euh, qui pèsent sur ces simulations et donc de développer des méthodes et des outils qui permettent de faire ce traitement d'incertitude. Alors, encore une fois, très très schématiquement, simplement pour poser on va dire le formalisme des données telles qu'elles se présentent quand on fait ce genre de simulation, ce genre de traitement d'incertitude avec Qatar. Donc il y a toujours une modélisation sous-jacente qui est particulière au circuit qu'on cherche à simuler, comme je l'ai dit. Et puis donc il y a Qatar, la plateforme en elle-même, avec son schéma de résolution, les équations, la modélisation globale thermohydraulique sur laquelle repose Qatar. Bon. Et puis donc, évidemment, il s'agit de traitement d'incertitude. Donc, il y a toujours un certain nombre de paramètres d'entrée incertains. Donc, comme habituellement dans n'importe quel schéma de propagation d'incertitude, on les a représentés en entrée de la chaîne. Et typiquement, là, on est dans un cas classique, c'est des paramètres alors, qui sont des variables aléatoires, mais qui sont chacun des variables scalaires. Donc, on a un vecteur d'entrée aléatoire, euh, 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 et par exemple, pour lesquels on va réaliser des tirages d'une manière ou d'une autre, Monte Carlo ou autre, pour effectuer un certain nombre de simulations dans le cadre de ce traitement d'incertitude. Et puis donc, il y a les données de sortie. Et là, c'est là où il y a une différence par rapport, on va dire, au cadre un peu plus classique, en tout cas très le cas d'école selon lequel on présente et on enseigne en général les méthodes de propagation d'incertitude, c'est que la sortie n'est pas un scalaire. Euh, Habituellement, on a en sortie de notre modèle un critère de risque euh, ou un critère de sûreté de manière équivalente, mais en tout cas un indicateur scalaire, et puis dont on va examiner la distribution selon la distribution des entrées incertaines. Là, les sorties, déjà, il y en a plusieurs. Bon, c'est une chose, mais surtout, ce sont des transitoires. Ce sont les grandeurs physiques euh, qui décrivent l'état du système euh, au cours du temps, pendant toute la durée du transitoire. Et donc, c'est ça qui va être la spécificité de, de- de- de ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire que on va avoir des données fonctionnelles en sortie, on va avoir un échantillon de données fonctionnelles qu'il va falloir traiter. Alors, à partir de ces données fonctionnelles, il y a toujours, au bout du compte, en général, un critère de sûreté, une quantité d'intérêt qui est en général scalaire, mais euh, il me semble que
Voilà. Euh, euh, donc, comme je le disais à l'instant, on n'a pas une unique sortie et l'indicateur de risque, encore une fois, scalaire, mais surtout, même s'il y a toujours ça au bout du compte, hein, on calcule, enfin, il y a toujours un critère qu'on examine, hein, c'est toujours dans le but de réaliser des études d'ingénierie avec eh ben, des critères réglementaires, hein. Mais on a besoin d'aller au-delà de de calculer cet indicateur de risque. C'est pour ça que, qu'on- que j'ai explicitement mis en évidence ces données de sortie de Qatar qui sont fonctionnelles. Parce que le modèle donc est complexe, évidemment que voilà, les phénomènes physiques, voire même voilà, les, les- comment dire, la complexité amenée par les spécificités du schéma numérique de Qatar, des aspects numériques. Mais globalement, voilà, on a des simulations complexes euh, qui fait que on veut comprendre, être capable d'expliquer les résultats qu'on obtient euh, euh, et, et essayer d'expliciter autant que faire se peut le lien entre les entrées incertaines et puis les phénomènes qu'on observe dans nos simulations. Donc c'est ça qui fait qu'on va essayer de travailler sur ces données de sortie Qatar fonctionnelles qui représentent vraiment les grandeurs physiques euh, euh, caractéristiques du système. Et puis surtout, voilà, c'est des données qui sont très riches. On a beaucoup de données. On a des données pour les différentes mailles du circuit, puis on a de différentes grandeurs physiques qui, encore une fois, sont nombreuses. Alors, ça peut être enfin, c'est des grandeurs thermohydrauliques, mais euh, euh, voilà, température, pression, taux de vide, euh, euh, enfin, voilà, il y a et donc tout ça pour l'ensemble des différents éléments du circuit. Donc, on a potentiellement énormément de données qui peuvent être utiles à la compréhension des phénomènes physiques. Donc, on va essayer de tirer parti de cette source d'information très importante qui est générée lors des simulations. Et donc, il faut se donner une représentation de ces données qui permet à la fois un traitement statistique, puisqu'il s'agit toujours quand même d'utiliser voilà, le cadre de propagation d'incertitude dont on est parti pour faire des traitements statistiques qui soient éventuellement quantifiés, mais en tout cas qui permettent voilà, un véritable traitement d'incertitude en bonne et due forme, mais quand même une interprétation physique de ces données, une compréhension de ce que l'on fait. Alors, les travaux qui ont, plus ou moins récents, qui ont inspiré ce qu'on essaye de mettre en œuvre là-dessus. D'abord, alors il y en a d'autres, hein, mais c'est les principaux. Euh, le, le- les travaux de Simon Nanty durant sa thèse au CEA, où effectivement il y a eu l'utilisation d'une représentation des données par ACP, euh, mais il s'agissait de traiter le cas d'un code à entrée fonctionnelle. Donc lui, il s'est focalisé davantage sur la partie dont on va moins parler aujourd'hui, c'est-à-dire le calcul euh, des critères de sûreté à partir des sorties de Qatar. Et donc pour effectuer une analyse de sensibilité adaptée à ce cas où on a des entrées qui sont fonctionnelles, il y avait déjà tout ce travail. Alors, je dis ACP, il y a d'autres méthodes qui ont été testées par Simon Nanty dans le cadre de sa thèse, mais je ne rentre pas dans le détail, c'est pas l'objet. Euh, tout ça pour dire que c'est un cadre un tout petit peu différent, mais très proche, avec des applications avec le même genre de transitoire. Et puis également, ce travail de l'EPFL, je crois, c'est ça. Euh, alors là, c'est pareil, des transitoires d'APRP, j'en parlerai juste après, avec également une représentation par ACP fonctionnelle. Mais donc là, pour l'étude du phénomène de renoyage, alors avec quelques spécificités supplémentaires, mais tout ça pour dire que là, on est vraiment dans le cadre dont je vais parler là maintenant, c'est-à-dire eh ben,
on considère vraiment le lien entre les entrées du code thermohydraulique et les sorties fonctionnelles. Voilà. Alors, un tout petit, très très brièvement, l'ACP, de quoi s'agit-il? Alors, vous connaissez sans doute déjà pour la plupart d'entre vous, donc c'est pour ça que je vais aller vite. Donc là, l'ACP classique, donc vectoriel, dans un espace vectoriel, ça consiste tout simplement à projeter les données sur des axes de plus grande inertie. Alors, pas besoin de redétailler les équations, c'est relativement intuitif. Là, on voit que la projection sur le plan 2D permet vraiment d'étaler au maximum les données par rapport à toute la variabilité possible du nuage de points en 3 dimensions lorsque on considère différents plans de projection possibles. Et donc mathématiquement, il s'agit, comment on obtient ce plan de projection? Eh ben, il s'agit du plan engendré par les deux vecteurs propres de la matrice de covariance des données qui sont associés aux plus grandes valeurs propres. Alors, l'ACP fonctionnel, comment ça marche? Eh ben, en réalité, c'est pareil. Alors, c'est pareil, il s'agit d'un raccourci, mais tout ça pour dire que il s'agit de la même chose, c'est-à-dire que, en fait, la décomposition de Kernel-Love que je vais présenter un tout petit peu, mais également brièvement dans un instant, et en fait, mathématiquement, pour peu que l'on ait des données fonctionnelles qui soient projetées sur une grille régulière, eh ben, il s'agit simplement d'une ACP vectorielle où chaque point de nos données sur les différents, comment dire, euh, les différents, les différentes mailles de la grille peut être considérée tout simplement comme une donnée, une colonne d'un tableau de données où on n'aurait pas besoin de tenir compte de l'aspect fonctionnel des données. C'est simplement des données en grande dimension. Alors, plus précisément quand même, la décomposition de Kernel-Love, qu'est-ce que c'est? Alors, bon, on suppose que nos données sont au nombre de n. On a n simulations, c'est des données fonctionnelles. Là, je les ai appelées Y. Donc, on suppose que c'est des réalisations d'un processus aléatoire dont la fonction de covariance, on la nomme C. Alors, évidemment, dans la vraie vie, on va utiliser la matrice de variance-covariance de nos données parce qu'on n'a pas accès à la fonction de covariance de ce processus, puisqu'effectivement c'est une hypothèse de travail. Mais toujours est-il que la décomposition de Kernel-Love, elle consiste à diagonaliser cette matrice, cette fonction de covariance, ou plus exactement diagonaliser l'opérateur de covariance associé à cette fonction C. Donc c'est cet opérateur qui a S associé, qui a toute fonction f associe la fonction définie ainsi, donc qui a S associe l'intégrale sur le domaine donc du produit de la fonction de covariance et de f intégré donc sur l'ensemble du domaine. Et donc si on note phi k les vecteurs propres de cet opérateur et lambda k les valeurs propres associées, on a cette équation qui définit tout simplement la base des phi k. Et donc la décomposition de Kernel-Love, c'est tout simplement la projection de nos données sur cette base des phi k. Donc, je crois que j'en dis pas plus. Le but de l'exposé n'est pas de rentrer dans le détail fin de la décomposition de Kernel-Love, sachant que la méthode en elle-même est relativement intuitive, surtout quand on prend la peine de mentionner que, encore une fois, à peu de choses près, il s'agit d'une ACP fonctionnelle, mais pour des données dont les différentes dimensions sont liées entre elles, puisqu'elles sont les différents instants d'un même processus. Et donc, ce qu'il faut voir, ce qui va être intéressant pour nous,
c'est que les FICA, la base de projection, donc les vecteurs propres, ça va être les directions dans lesquelles nos données vont varier le plus, entre guillemets. Donc, on va voir comment on peut utiliser ça pour analyser, essayer d'interpréter les résultats de nos simulations. Et en particulier, la valeur propre associée à chacun de ces vecteurs propres, c'est la part de variance portée par cette dimension-là. Quand on projette sur cet axe-là, on se retrouve avec une variance qui est égale à lambda k. Et donc, en particulier, c'est un des intérêts, c'est comme ça qu'on peut le voir, de même que la CP, c'est une méthode de réduction de dimension quand on a des données vectorielles mais en grande dimension. Encore une fois, là, c'est la même chose. On va se donner une base donc dite réduite, une représentation donc vectorielle beaucoup plus synthétique de nos données fonctionnelles avec lesquelles on va pouvoir travailler et effectivement faire des traitements statistiques. Donc c'est ça l'intérêt. Alors, pour illustrer cela, une première illustration. Donc, il s'agit d'un premier cas d'étude. Donc, alors, dans les deux cas, les deux illustrations que je vais vous présenter sont issues de scénarios de type APRP, donc accident de perte de réfrigérant primaire. Je pense que bon nombre d'entre vous connaissez cela, mais je vais brièvement, au cas où, rappeler que voilà, un réacteur nucléaire, donc c'est un circuit hydraulique avec un cœur qui produit de la chaleur qui est transmise donc par l'eau qui est un fluide caloporteur pour ensuite générer de la vapeur au circuit secondaire qui va entraîner une turbine. Et puis donc ça c'est le fonctionnement normal. Ce qui peut se passer en cas de scénario accidentel, c'est qu'il y ait une brèche qui s'ouvre sur ce circuit et qui doit être normalement clos. Donc à ce moment-là, il y a une perte de l'eau du circuit primaire et une dépressurisation et donc l'arrêt automatique du réacteur, mais parce qu'il y a ce qu'on appelle la puissance résiduelle, donc le cœur continue de produire de la puissance même après l'arrêt automatique, et il faut continuer à l'évacuer. Donc il y a un système d'injection de sécurité qui est déclenché pour progressivement refroidir le circuit et l'amener vers un état stable, amener le réacteur vers un état stable. Et pour cela, avant tout, restaurer l'inventaire en eau de ce circuit qui se vide, puisque par définition, le scénario qu'on envisage, c'est celui où il y aurait une brèche sur le circuit. Alors dans ce cas-là, on étudie, parmi les incertitudes qu'on va considérer, il s'agit des incertitudes associées à l'évacuation de la puissance au secondaire. Alors là, c'est un premier scénario qui est du point de vue du lien avec les données d'entrée, qui est un tout petit peu moins intéressant. C'est pour ça que je vais passer vite sur ces données d'entrée. C'est les différentes incertitudes d'entrée. Simplement mentionner que là, on a différents paramètres qui sont en jeu dans l'évacuation de la puissance. La puissance elle-même qui est produite par le cœur. Et puis donc le fonctionnement des différents systèmes qui permettent d'évacuer cette puissance au secondaire. Donc je le dis d'emblée, en fait il y a un paramètre qui va vraiment être prépondérant, c'est pour ça que c'est un peu moins intéressant de ce point de vue-là. Donc du point de vue de l'examen des différentes incertitudes, le second cas d'étude est un peu plus parlant, mais celui-ci permet d'illustrer la décomposition de Curien 9 de manière assez parlante. Voilà. Et donc, la grandeur de sortie qu'on va considérer, il y en a beaucoup potentiellement, mais celle qui a une de celles qui a l'information la plus riche et qu'on a commencé, par laquelle on a commencé l'examen, c'est la température du fluide qui est envoyée par donc
les différents systèmes qui maintiennent une circulation dans le circuit primaire, le fluide qui arrive dans la cuve, c'est-à-dire le composant vraiment au centre du réacteur où se trouve le cœur. Alors, bah, si on examine tout simplement les données brutes, voilà ce qu'on a. Donc on a effectivement un planeuil, comme on peut dire, puis on ne voit rien tout simplement, il y a trop de données. Simplement, on voit que bon, bah, il y a une variabilité, on s'y attendait, et que en l'absence voilà, d'une méthode vraiment de traitement, on ne peut pas exploiter directement ces données. Alors, si on projette ces données sur les deux premiers axes de la décomposition Oh, de Kernel Love, ouais. oui, Juste une toute petite interruption. Il est 10h30, donc je ne sais pas combien il te reste oui, de matériaux, mais si on veut pouvoir avoir le temps de faire des questions, peut-être qu'il faut que tu accélères un ouais, tout petit peu. Pardon. ok, pas de souci, non, non, tu fais bien. Alors, je vais, hop, ah mince, on remet au début. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ou j'ai l'impression que ça a stoppé là? Ouais, on l'a perdu. Il faut que tu... Voilà, voilà, excusez-moi. Là, voilà. Alors, la projection, la voici, donc j'accélère pour essayer de tenir le temps. Donc, bon, on voit qu'on a un motif, on a les données qui se répartissent d'une manière voilà, non triviale. Donc, voilà, c'est intéressant, mais en l'état, on ne peut pas dire grand-chose. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, déjà, on peut voir les vecteurs propres associés à ces deux premières dimensions. Et on voit déjà qu'on n'a pas la même. Donc, ça, c'est en gros les axes de variation de nos données. Donc, on voit que le premier mode, la mode 0 en bleu, il correspond à, on va dire, une variation globale de la température au cours du transitoire. Et le deuxième mode, il correspond à une variation qui va plutôt aller en sens inverse entre le début du transitoire jusqu'à 900 secondes et ensuite. Alors, à quoi ça correspond si on va? Parce que donc là, c'est uniquement les modes normalisés, c'est-à-dire la variation autour de la moyenne. Si on regarde ce que ça donne avec la moyenne, voilà ce qu'on a. Et donc, on voit que on va avoir deux premiers modes qui vont, on va dire, varier de manière similaire jusqu'à environ 900 secondes, et ensuite avec des sens de variation qui vont s'inverser ensuite. Alors, on verra dans le deuxième exemple dont je parlerai dans un instant, en quoi on peut relier ça aux données d'entrée, donc expliquer dans une certaine mesure déjà comment les données d'entrée impactent donc le déroulement du transitoire. Cette représentation avec Kernel 9, elle permet aussi de détecter des outliers avec ce qu'on appelle les HDR-plot et les vol7. Alors, ça me donne l'occasion de mentionner que tout ça a été fait grâce aux fonctionnalités récemment développées d'OpenTER. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de présenter ce travail. Et ça montre également tout le potentiel de ces outils récemment développés. Ceci dit, pour ce qui est de la détection d'outliers, en tout cas pour les transitoires accidentels, il y a mieux, si j'ose dire, puisque donc la fois dernière, on avait un exposé d'Alvaro Rolón de Pinedo, qui était zar chez nous à EDF et qui a développé une méthode qui repose sur d'autres principes et qui est plus adaptée à l'étude des transitoires accidentels. N'empêche que c'est une fonctionnalité qui vaut le coup d'être mentionnée. On peut visualiser les outliers ensuite dans le domaine temporel. Alors, on peut également faire de la classification avec cette représentation par ACP fonctionnelle. Là, le paramètre dont je parlais tout à l'heure, qui est prépondérant d'évacuation de la puissance au secondaire, il a été utilisé pour colorer les données. Donc, on voit que on a deux groupes assez nettement distincts en fonction de ce paramètre. Et donc, dans tous les cas, on voit qu'il y a une répartition non uniforme, c'est le moins qu'on puisse dire, des données,
Donc, on peut imaginer également une classification non supervisée euh, pour faire une typologie de transitoire, par exemple. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est permis et qui est euh, plus que cette projection permet de faire. Et par exemple, ensuite, avec une modélisation probabiliste, si on fait un mélange de gaussiennes, là c'était le cas, mais c'est pas forcément, c'était juste pour illustrer, hein, c'est pas forcément le plus pertinent en l'espèce, mais voilà, une fois qu'on a ces données vectorielles, on peut se donner un modèle probabiliste. Et puis donc là, les deux dernières illustrations, là, les deux groupes en haut à gauche et en bas à droite qu'on peut distinguer, on voit que si cette décomposition permet d'isoler la variabilité associée avec les deux premiers modes et les zones de l'espace dans ce plan dans lesquels varient les points associés aux données. On peut visualiser à quelle variabilité correspondent les deux groupes qu'on peut distinguer. Et on voit que on a un premier groupe avec des transitoires qui ont des températures globalement basses tout au long du transitoire et puis une normalisation en fin de transitoire après 900 secondes. Et au contraire, le deuxième groupe, c'est assez logique, plutôt un peu plus élevé que la moyenne et au contraire un retour à une variabilité plus moyenne après 900 secondes. Alors bon, je commande pas plus parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Le deuxième cas d'étude, on voit un peu plus le lien avec les données d'entrée. Alors là, pour aller vite, on s'intéresse particulièrement au système d'injection de sécurité, aux différentes incertitudes dessus. Et donc voilà les données brutes. De même, la projection, donc un motif différent, mais toujours voilà, c'est les mêmes fonctionnalités. Donc on a quand même des modes qui sont où on va avoir de nouveau une distinction entre une première phase du transitoire avec une variabilité relativement similaire. Alors là, c'est plutôt opposé, mais euh, comme il s'agit d'un vecteur propre, moins le vecteur propre représente la même variabilité. Par contre, effectivement, avec une inversion à un moment donné, alors là, c'est plus vers 900 secondes, c'est vers 2500 secondes, mais quelque chose d'un peu similaire. Donc, avec les variabilités associées à ces deux premiers modes qui sont les suivantes. Alors là, on voit, je le mentionne juste au passage parce que ça peut paraître bizarre, on a pareil donc cette inversion au bout d'un moment qui est portée par la variabilité là sur le deuxième axe. Donc là, on a on a fait varier le premier mode et le second mode indépendamment l'un de l'autre, et justement, on a l'impression, c'est étrange, c'est décalé par rapport à la moyenne de la courbe. C'est probablement du fait, donc c'est pas une erreur, c'est probablement du fait que dans les vraies données qui représentent la variabilité effective de nos transitoires, on n'a pas indépendance des différents modes. euh, et donc, le fait de les faire varier un mode uniquement indépendamment des autres n'est pas, euh, on va dire, représentatif de nos données telles qu'elles sont, mais ça permet de visualiser malgré tout la variabilité qui est portée par un mode particulier. Alors, donc là, en couleur, ça va juste me permettre de commenter une dernière figure après, avant de conclure. On voit que en bas à gauche, le paramètre qui varie le plus, euh, euh, enfin, pour lequel on observe déjà une influence visuelle sur les données, c'est la température de la bâche PTR, c'est l'eau qui est injectée dans le système, la température de cette eau. Bon, c'est très logique que cette eau influence la température, donc une fois qu'on est dans la cuve du réacteur. Et on voit que plus cette température est basse, et plus on est vers des températures basses, c'est-à-dire des courbes qui sont en bas de notre faisceau de courbes. Donc là, c'est une courbe en rouge.
Alors, on observe des choses un peu similaires avec les autres paramètres liés à l'injection de sécurité. Et puis, en haut, ça concerne les accumulateurs. On voit que c'est des paramètres qui ont peu d'influence. Je passe vite. Et donc, pour ce qui est de la température d'injection de sécurité, on voit qu'il y a une corrélation très nette entre ce paramètre incertain et le premier mode, et beaucoup moins pour le deuxième mode. Donc on voit en fait, ça permet d'illustrer comment on peut faire le lien entre ce qu'on observe sur les courbes, la physique on va dire, et puis les paramètres d'entrée incertains. Là on voit que en gros cette variabilité du premier mode, elle est euh, 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 elle, elle est causée, enfin en tout cas elle explique une bonne partie de la variabilité de, de ce paramètre d'entrée. Et on pourrait mesurer, c'est même le but, faire une véritable analyse de sensibilité en mesurant cette corrélation, même si c'est justement quelque chose qui n'a pas encore été fait, mais qui est prévu. Et donc, si on regarde les autres paramètres d'entrée, pareil, on a des influences qui sont éventuellement distinctes pour un mode et pour l'autre, ce qui montre bien que on arrive dans une certaine mesure, grâce à cette décomposition de Carnot-Villeneuve, à séparer les effets, les différents effets potentiellement contradictoires d'une même variable. Bon, donc je vais m'arrêter là, j'ai déjà trop parlé. Euh, En conclusion, on peut dire que on a, par ces simples exemples, montré déjà l'intérêt d'avoir une représentation des données, une décomposition et avoir une représentation vectorielle de nos données fonctionnelles. Et en plus d'être capable d'interpréter physiquement ces données, ces coefficients de la décomposition, et puis de les relier avec les incertitudes d'entrée. Alors après, effectivement, on peut, il y a des limites que j'ai mentionnées au fur et à mesure, et donc parmi les perspectives à très court terme, voire à plus long terme, pour aller plus loin et utiliser des méthodes un peu plus spécifiques, un peu plus avancées pour pallier ces difficultés, donc il y a beaucoup de possibilités. Donc faire une véritable métamodélisation, c'est-à-dire aller jusqu'à prédire un critère de sûreté par exemple, pour pouvoir, par l'intermédiaire de cette décomposition, faire le lien entre les données d'entrée incertaines et ce critère. Faire de la classification, je l'ai mentionné, mais c'est toujours un enjeu dans les études d'ingénierie de faire des typologies de transitoires. Et puis donc améliorer la qualité de réduction de la dimension, par exemple en utilisant, c'est ce que je mentionnais dans la conclusion, des méthodes non linéaires, c'est-à-dire par exemple des méthodes de noyau, utiliser une projection qui soit plus performante et éventuellement d'autres grandeurs de sortie parmi celles qui sont à disposition. Euh, Voilà. Et donc, une dernière perspective également, c'est une, une, une représentation qui est basée sur une toute autre approche dite à base d'IA, même si l'IA, on englobe beaucoup de choses dans ce label, mais là, ce serait des méthodes à base de forêt aléatoire, mais toujours dans ce même but d'avoir d'être capable d'expliquer les données, c'est-à-dire à la fois d'avoir un traitement qui permet de faire de l'analyse de sensibilité, un traitement statistique de nos incertitudes, et de comprendre physiquement, interpréter physiquement euh, euh, les résultats de la méthode. Voilà, donc désolé, j'ai parlé trop longtemps, mais j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Roman. C'est effectivement très intéressant et merci pour l'effort de pédagogie. Je pense que ça a permis de rendre le sujet qui est assez technique accessible à tout. C'est sûr que c'est des préoccupations qui sont partagées par, tu l'as dit en introduction, par pas mal de nos habitués. Malheureusement, là, effectivement, on n'a pas trop le temps pour la discussion qui suit habituellement les exposés, mais si parmi vous, il y en a certains qui ont des réactions ou questions, n'hésitez pas à les adresser à séminaire@fimeka.com. J'ai mis l'adresse dans le chat.
et on transmettra. Bon, par ailleurs, je pense que ce sujet sera, on aura de nouvelles occasions de l'aborder. Je profite d'ailleurs pour dire que, en fait, la séance d'aujourd'hui est le deuxième volet enfin, la deuxième séance sur le même thème qui est les expériences numériques avec des modèles dynamiques, et que, au vu de l'engouement suscité, on va probablement rendre ce thème récurrent. Et j'ai mis aussi 2 liens pour les logiciels qui ont été, pour la partie statistique en tout cas, qui ont été mentionnés par Roman. Voilà, donc on va basculer. J'espère que vous avez, enfin, voilà, on aura quand même le temps pour l'exposé de Cécile qui promet lui aussi d'être extrêmement intéressant. Donc Cécile, si je dis pas de bêtises, a terminé récemment une thèse avec le CEA, l'École centrale de Nantes. Et elle va nous parler d'approximation en grande dimension en utilisant des tenseurs hiérarchiques de faible rang, c'est-à-dire des réseaux arborescents de tenseurs. Cécile, est-ce que Oui. maintenant... Dis-moi Est-ce si que vous tu m'entends. m'entendez? Oui, ça y est, bravo. Ok, Bon, on est super. sauvé. Du coup, je coupe ma caméra, je te laisse le champ libre. Ouais. Et Par contre, est-ce que vous voyez mon écran maintenant? aussi, ouais. Ok, Tout marche. super. Voilà. Est-ce que là, quand je bouge la slide, vous la voyez aussi bouger? Oui. Ok, c'est bon. J'ai résolu tous les problèmes techniques. Super. Tu Bah peux même voilà. mettre en plein écran peut-être, mais sinon... Ouais. Alors ça, j'avoue, Ah bon, on va pas prendre de risques alors. Ouais, Non, voilà. Je suis ah, désolée, parfait. mais je Je sais pense pas qu'on va trop bien. parce que je suis sur Windows, alors que d'habitude, j'ai pas trop l'habitude avec Windows. Voilà. Ok, du coup, bah, merci pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc voilà, comme tu le disais, effectivement, j'ai soutenu ma thèse au mois de décembre dernier, et aujourd'hui, je vais vous présenter une petite partie des travaux qu'on avait fait, que j'ai réalisé pendant ma thèse, qui concerne du coup l'approximation de fonctions en grande dimension avec des formats de tenseurs basés sur des arbres. Donc c'est un travail que j'ai réalisé avec Anthony Nouy de l'école centrale de Nantes et Guillaume Perrin, qui travaille maintenant à l'université Gustave Eiffel. Voilà, donc les ingénieurs ont souvent affaire à des expériences coûteuses et complexes. Ici, un bon exemple est donné par le laser mégajoule, dont une photo est représentée ici, qui a pour ambition de modéliser la fusion nucléaire. Mais grâce à des modèles numériques, on est capable de remplacer ces expériences physiques par des simulations. Donc, par exemple, ici est représentée l'implosion d'un microballon de deutérium tritium par une attaque indirecte au laser. Pour résoudre des problèmes de quantification d'incertitude, on a besoin de beaucoup de ces simulations. Cependant, malgré l'accroissement des puissances de calcul, ces simulations restent souvent très coûteuses. Donc, il est nécessaire en fait de remplacer notre modèle par un modèle approché, qu'on appelle métamodèle souvent, et qui soit moins coûteux à évaluer. Au niveau de un peu la formalisation du problème, on va dire que notre modèle qui dépend de des paramètres peut être représenté par une fonction u qui dépend de des variables, donc u de x1, xc. Et remplacer un modèle par un modèle approché ou un métamodèle, ça revient en fait à chercher une approximation de la fonction u, donc je noterai u étoile dans cette présentation, qui soit également moins coûteuse à évaluer. Donc, en général, cette approximation de notre fonction u, elle est cherchée dans ce qu'on appelle une famille d'outils d'approximation. Typiquement ici, un espace vectoriel dont la complexité m, ce sera le nombre de coefficients nécessaires pour paramétriser cette fonction dans VM. Donc, autrement dit, ici, dans le cas d'un espace vectoriel, la dimension de cet espace vectoriel. Ensuite, on note ce qu'on appelle l'erreur de meilleure approximation, la plus petite distance entre la fonction u et des éléments de VM. Donc ici représenté par en fait la flèche orange qui, dans le cas d'un espace vectoriel, serait la projection orthogonale de u sur cet espace vectoriel VM. On va chercher à choisir notre famille d'outils d'approximation, donc VM, VM plus 1, de telle sorte que l'erreur de meilleure approximation associée à chacun de ces espaces convergent rapidement vers 0 avec M. Donc, par exemple, ici, lorsqu'on augmente la dimension de VM à VM plus 1, la distance de meilleure approximation, qui est maintenant représentée par la flèche rouge, diminue.
Et une fois qu'on s'est donné cet outil d'approximation, en pratique, on a besoin d'un algorithme qui va nous permettre de construire l'approximation U étoile avec une erreur, la distance entre U étoile, qu'on voudrait aussi proche que possible de l'erreur de meilleure approximation. Si je reprends le cas d'un espace vectoriel, en fait, on n'est pas capable de calculer exactement la projection orthogonale de U sur cet espace vectoriel. On va en chercher une approximation, mais on voudrait qu'elle soit aussi proche que possible que la projection orthogonale. Dans beaucoup d'applications physiques, la dimension du problème peut être très grande. C'est la dimension de l'ordre de 50. Et moi, ce à quoi je me suis intéressée dans ma thèse, c'est vraiment ce contexte de la grande dimension. Et si on ne fait pas des hypothèses suffisantes sur notre fonction, on est limité par ce qu'on appelle la malédiction de la dimension. C'est-à-dire que pour approcher notre fonction avec une certaine précision, la complexité de notre outil d'approximation va croître de façon exponentielle avec la dimension. Donc, pour faire de l'approximation en grande dimension, on est obligé de faire des hypothèses sur les fonctions qu'on va considérer, et on va considérer qu'elles ont des structures de petite dimension et proposer un outil d'approximation qui soit capable de les exploiter. Donc, dans ma thèse et dans cette présentation, je me suis intéressée à l'outil d'approximation que sont les formats de tenseurs basés sur des arbres qui sont capables en fait d'exploiter des structures de faible rang. Voilà, donc de façon un petit peu plus précise maintenant, le contexte dans lequel on se place pour ce travail, c'est qu'on va considérer des fonctions dites black box, c'est-à-dire que pour construire l'approximation de U, la seule information qu'on aura sur notre fonction, c'est qu'on a accès à des évaluations ponctuelles de la fonction, donc des xi et yi, éventuellement, qui sont les évaluations de cette fonction, éventuellement brutées. Et ce qui est très important, c'est qu'on se passe dans un cadre adaptatif, c'est-à-dire qu'on a le droit de choisir les points xi en lesquels on évalue notre fonction. Et à partir de ça, l'objectif, c'est de construire une approximation U étoile de notre fonction U avec une précision contrôlée, c'est-à-dire qu'on sera capable de contrôler l'erreur qu'on commet entre U et U étoile, donc la distance entre U et U étoile, et en utilisant le plus petit nombre possible d'évaluations de la fonction U. Donc pour ça, ma présentation, elle se décompose en 3 parties. Je vais d'abord commencer par vous présenter ce que sont les formats de tenseurs basés sur des arbres, puis je vous présenterai l'algorithme qui nous permet de construire cette approximation dans ce format de tenseurs basés sur des arbres, et ensuite je pointerai un peu vers certaines questions auxquelles j'ai partiellement répondu pendant la thèse, mais qui restent des challenges aujourd'hui. Voilà, du coup, pour définir des formats de tenseurs basés sur des arbres, je vais commencer par définir ce qu'on appelle les espaces de composants principales alpha de fonctions multivariées. Donc, si on considère grand D l'ensemble des indices associés à chacun des indices de mes variables, où petit d, c'est la dimension de mon problème, donc de 1 à d, on va considérer un tuple alpha, donc un ensemble d'indices dans 1D, auquel on va associer le groupe de variables x alpha. Du coup, x alpha, ce sera la collection des variables x, i, avec i un indice où tous les indices i appartiennent à alpha. Et à partir de ça, une fonction U multivariée, elle peut être identifiée avec une fonction bivariée. Donc la fonction U des variables x1 jusqu'à xd pourrait être identifiée avec la fonction bivariée où x alpha complémentaire, du coup le C, ça représente le set d'indices complémentaires par rapport à alpha dans D. Donc plus concrètement, si on a en dimension 5 avec les 5 indices de variables de 1 à 5 et qu'on considère le tuple alpha 1, 3, alors la fonction U peut être identifiée avec une fonction bivariée où le premier groupe de variables, ce sera x1, x3 et le deuxième groupe de variables sera x2, x4, x5. À partir de là, comme une fonction bivariée, la fonction U, elle admet ce qu'on appelle une décomposition en valeur singulière, qui est écrite ici, où on appelle rank alpha de U le plus petit entier tel que U vérifie cette équation. Donc en fait, c'est le nombre de termes dans notre décomposition en valeur singulière. Pour le vocabulaire, les sigma alpha k sont les valeurs singulières. Les VJ
alpha et VJ alpha C sont respectivement les valeurs singulières à gauche, les fonctions singulières pardon, à gauche et à droite de notre fonction U. Et enfin, tout ça pour définir finalement ce qu'on appelle l'espace de composant principal alpha de notre fonction U alpha comme le span de ces fonctions singulières à gauche. J'en viens maintenant à la définition de format de tenseur basé sur des arbres. On se donne au départ un espace V produit tensoriel d'espace VI, où chacun des VI, c'est un espace de petite dimension, un espace de dimension finie de fonctions univariées. Alors, un format de tenseur, ce sera un ensemble de fonctions U dans V, telles que ces alpha rangs que j'ai définis avant, sont bornées pour une certaine collection T, pour un ensemble T de tuples alpha, donc écrit ici. Et si en plus T a la structure particulière d'être un arbre de dimension, alors les fonctions U qui sont dans des formats de tenseurs sont dites dans des formats de tenseurs basés sur des arbres. Donc un arbre de dimension, j'en ai représenté plusieurs exemples ici. Voilà, donc c'est le contraire de ce qui se passe dans la nature parce que en bas, en vert, on a les feuilles et en haut, en rouge, il y a la racine, ce qu'on appelle la racine de l'arbre. Et en gris, c'est les nœuds intérieurs. Donc ici, il y a complètement à gauche ce qu'on appelle un arbre trivial parce que toutes les feuilles sont reliées à la racine. Ici, un arbre linéaire et ici, un arbre plus général. Donc maintenant, juste pour avoir un peu une notion de la représentation, donc une fonction U, elle sera représentée dans un format de tenseur basé sur des arbres. Donc ici, c'est l'arbre de dimension avec le rang alpha de U associé à chacun de ces nœuds sur ce graphe. Voilà, donc après maintenant avoir présenté ce que c'est cet outil d'approximation de format de tenseur basé sur des arbres, j'en viens à l'algorithme qu'on a mis en place pour approcher une fonction dans ce type d'outil d'approximation. Donc, il s'agit, l'idée de l'algorithme, ça va être de construire de façon séquentielle en remontant des feuilles de mon arbre, donc en bas vers la racine de mon arbre de dimension, une séquence d'espaces imbriqués avec une dimension décroissante que j'ai notée W indice I ici. Chaque WI sera défini comme le produit tensoriel d'espaces U alpha de petite dimension où chaque alpha sera associé à un nœud alpha de l'arbre. Et ensuite, à partir de ça, l'approximation finale de U, ce sera donné par la projection de U sur l'espace de plus petite dimension, le dernier, celui associé à la racine W1. Donc, pour comprendre vraiment ce qui se passe, je vous propose une petite illustration. Donc, si on regarde un arbre en dimension 5, on va considérer la première partition associée aux feuilles de mon arbre, de mon ensemble d'indices. Donc, on n'a que des singletons 1, 2, 3, 4, 5. À chacune des feuilles de l'arbre, on associe au début un espace V alpha de dimension finie. Et l'idée, ça va être de venir construire un espace U alpha de petite dimension à chaque fois inclus dans mon V alpha. Et à partir de ces espaces de petite dimension U alpha, on définit W3 comme étant le produit tensoriel de U1 jusqu'à U5. La partition suivante associée à mon arbre, ça va être le singleton 1, le tuple 2, 3, puis le tuple 4, 5. Donc, l'espace U1 a déjà été construit à l'étape d'avant. Et pour l'espace U2 et U2, 3 et U4, 5, respectivement, on va venir tensoriser les espaces de petite dimension qu'on avait construits à l'étape d'avant, U2, 3 et U2, U3 et U4, U5, et venir construire respectivement des espaces de petite dimension dans ces produits tensoriels U2, U3 et U4, U5. Et enfin, dernière étape, on remonte jusqu'à l'étage en dessous, jusqu'au niveau en dessous de la racine. La dernière partition, c'est U1, 2, 3, U4, 5. Cette fois-ci, on a déjà construit U4, 5. Et de la même façon que précédemment, on va venir tensoriser U1, 2 et U1 et U2, 3 et construire l'espace U1, 2, 3 comme un espace de petite dimension dans ce produit tensoriel. Et la projection finale, l'approximation finale, du coup, c'est donné comme la projection de U sur W1. Donc maintenant, une question intéressante, forcément, c'est comment on construit ces espaces U alpha. Donc, je n'ai pas choisi la notation au hasard, c'est parce que je vous en avais déjà parlé avant. U alpha, c'est ce qu'on appelle les espaces de composants principales alpha de U. Et
Pourquoi est-ce qu'on va choisir ces espaces-là? C'est parce qu'en fait, nous, on s'est intéressé aux fonctions U dans L2 mu, donc c'est les fonctions de carré intégrables par rapport à cette mesure. Et on sait que la meilleure approximation de U avec un alpha rang, l'entier R alpha, ça va être donné par la décomposition en valeur singulière tronquée, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre tous les termes, on va s'arrêter au rang R alpha. Donc c'est pour ça qu'on sera garanti que l'espace U alpha va bien représenter la fonction U. Une autre façon de définir cet espace U alpha, c'est de le voir comme la solution du problème de minimisation suivante. Donc c'est celui qui viendra minimiser la distance entre U et la projection de U sur U alpha, où la dimension de U alpha vaut R alpha. Avec P U alpha, c'est la projection orthogonale sur U alpha. Voilà. Donc ensuite, une interprétation statistique de cet espace, c'est on vient considérer la variable aléatoire à valeur fonctionnelle, donc il y a X alpha C, donc la variable aléatoire associée aux composantes, aux indices alpha C, et venir minimiser l'espérance de la norme L2 mu alpha. Voilà. Donc ensuite, après ces définitions, en pratique, on va faire deux approximations pour calculer ces espaces de composantes principales alpha. Premièrement, une estimation, en fait, on va venir, grâce à l'interprétation statistique de la définition de notre espace U alpha, venir en fait minimiser la moyenne empirique pour calculer notre espace U alpha. Donc, en pratique, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ce qu'on a mis au point pendant la thèse, c'était une stratégie adaptative qui nous permet de venir choisir le nombre d'échantillons selon pour calculer cette moyenne empirique afin d'obtenir une certaine précision par validation croisée. Et une deuxième approximation qu'on fait, c'est qu'on ne vient pas directement chercher les composantes principales de U, mais les composantes principales d'une projection oblique de U sur un espace V alpha. Donc, dans les travaux originaux, le choix de la projection, c'était une interpolation avec des magic points. Et nous, ce qu'on a proposé de nouveau dans ce travail, c'était de venir choisir une projection dite des moindres carrés boostés, qui a deux particularités. Elle vérifie une propriété de quasi-optimalité et elle a en plus un nombre elle peut être calculée avec un nombre d'échantillons qui se rapproche de celui de l'interpolation. Et tout ça, ça nous amène en fait à une erreur, avoir une borne théorique de notre erreur. Donc en fait, on est capable de borner en espérance l'erreur d'approximation qu'on commet. Donc pour ça, on doit faire un certain nombre d'hypothèses. Premièrement, on suppose que pour toutes les projections QV alpha dans lesquelles on est venu chercher les composantes principales, c'est fait la projection des moindres carrés boostés. Et dans un deuxième temps, on fait aussi l'hypothèse que les espaces de composantes principales alpha empiriques, donc ceux estimés avec des échantillons X alpha CK, sont de notre projection QV alpha U, vérifient une propriété de quasi-optimalité. Donc ça, on a juste fait l'hypothèse, mais on n'a pas été capable de le vérifier de façon théorique. Donc dans ma thèse, voilà. Et grâce à ça, on est capable de borner notre erreur d'approximation de la façon suivante. Donc, on part une erreur due à l'analyse en composantes principales, en rouge, et une erreur dite de discrétisation, c'est quand, dans mon algorithme, je suis venue introduire des espaces V alpha de dimension fine, dans les faits. Et ces deux erreurs sont amplifiées par des constantes C1 et C2 qui dépendent notamment de la constante la constante de quasi-optimalité des moindres carrés boostés et de D, la dimension, où L de D, c'est le niveau des tâches que j'ai dans mon arbre. Voilà, donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir en pratique comment ça marche, parce que, comme je vous le disais, il y a une hypothèse qu'on n'a pas été capable de vérifier théoriquement, donc il y a des stratégies adaptatives, notamment celle avec l'erreur de validation croisée qui nous permettent de contrôler l'erreur. Mais voilà, du coup, en pratique, si on se donne cette fonction en dimension 6, qu'on se munit d'espaces polynomiaux de dimension finie
dans les feuilles où chaque fois on vient chercher notre espace de dimension de sorte d'avoir une erreur négligeable. On se donne un arbre, ce qu'on appelle balancé, et des stratégies adaptatives pour l'estimation des U alpha. Et voilà, quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que en fait, les constantes, là, C1 et C2, comme vous l'avez vu, en fait, on a un C à la puissance, le nombre de niveaux dans l'arbre. En fait, elles sont assez surestimées, ces deux constantes. Et du coup, on a mis en place des stratégies heuristiques, en fait. Donc, on a juste pour dire que ça marche bien, mais on n'a pas été capable, en fait, de finalement prendre en compte des vraies constantes parce qu'elles sont trop grandes et ça nous aurait demandé une erreur trop petite. Parce qu'en fait, pour lire ce tableau, du coup, on se donne une erreur but. C'est ici notre objectif. On veut avoir une erreur en 10-2, 10-3, etc. Et du coup, pour avoir cette erreur en 10-2, 10-3, etc., il faut qu'on revienne à notre expression théorique de l'erreur. Et du coup, on est obligé de diviser par ces constantes C1 et C2 afin d'obtenir ce qu'on veut. Et en fait, là, on voit bien que même en prenant des heuristiques, finalement, on arrive à avoir une erreur qui est valide en fait notre objectif, où M ici, ça va être la complexité de notre outil d'approximation, et N, le nombre d'échantillons dont on a eu besoin pour construire l'approximation. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que le nombre d'échantillons avec nos stratégies adaptatives, finalement, il est assez proche de la complexité de notre espace d'approximation. Et donc ça, c'est assez encourageant parce que quelque chose qu'on aimerait bien aussi, qui aurait été intéressant, c'est être capable de dire, pour un tel nombre d'échantillons, on est capable d'avoir une telle erreur. Mais ça, c'est encore une fois à cause de la deuxième hypothèse qu'on fait, on n'est pas capable, en fait, de répondre à cette question. Voilà. Et du coup, je vais conclure rapidement sur un autre point qui était intéressant, sans développer, juste en pointant du doigt, en fait, ces difficultés ici. Donc, si on considère une autre fonction ici qui est une somme de fonctions bivariées et qu'on considère deux arbres différents, donc ici un arbre balancé avec les variables associées à chacune des feuilles dans le bon ordre, puis les variables, on met toutes les paires d'abord, puis les impairs ensuite. Si on vient regarder les rangs de cette fonction pour chacun de ces deux arbres, on se rend compte que ce ne sont pas du tout les mêmes. En fait, le rang des fonctions dépend fortement de l'arbre et du coup, la complexité de l'outil d'approximation va dépendre fortement de l'arbre et du coup, le nombre d'évaluations dont on va avoir besoin pour calculer notre approximation. Et ici, j'ai montré en quoi ça peut devenir dramatique avec la dimension. Si on a toujours notre arbre balancé à gauche et l'arbre avec les variables permutées à droite. Donc, en dimension 8, la différence reste respectable, mais en dimension 24, on voit que le nombre d'évaluations explose en fait lorsqu'on a l'arbre qui n'est pas adapté à la fonction. Et du coup, dans ma thèse et aussi dans cet article qui est sur Archive, on a proposé des stratégies en fait pour essayer d'optimiser l'arbre. Donc, il faut bien avoir en tête qu'il y a un nombre d'arbres possible pour une dimension D qui est en factoriel de D. Donc, venir chercher l'arbre qui va venir minimiser la complexité et a fortiori le nombre d'évaluations dont on aura besoin pour construire notre approximation, ce n'est pas possible. Surtout que avant de construire notre approximation, les rangs alpha sont inconnus. C'est-à-dire que pour un certain arbre, on va devoir estimer tous les alpha rangs et afin d'avoir une idée de la complexité, donc ça ferait un nombre d'évaluations complètement démesuré. Et du coup, toute la difficulté, en fait, ça a été de se dire, si on vient explorer un grand nombre d'arbres, alors le nombre d'évaluations dues aux évaluations qu'on fera pour estimer des alpha rangs, donc ce que j'ai appelé en rouge, en N optime, le coût pour l'optimisation, il sera élevé, mais d'un autre côté, on aura plus de chances de trouver un arbre avec une petite complexité et du coup de construire une approximation qui soit assez peu coûteuse. Et d'un autre côté, si finalement on se dit on va venir pas trop explorer un petit nombre d'arbres, on viendra estimer un petit nombre de rangs alpha, on aura un coût, c'est vrai, qui est dû à l'évaluation des alpha rangs qui sera faible, mais la complexité de mon approximation pourra être élevée.
Donc, l'idée, ça a été de trouver une stratégie qui soit une sorte de compromis entre explorer beaucoup d'arbres et peu d'arbres et essayer d'aller explorer assez rapidement des arbres avec des rangs alpha plutôt faibles. Voilà. Et du coup, pour conclure, cette présentation manque peut-être un peu d'exemples, mais en 20 minutes, c'était un petit peu court. Mais du coup, on a proposé dans cet algorithme, cet algorithme construit une approximation stable et contrôlée de notre fonction en grande dimension dans un format de tenseur d'arbres. Donc ça, c'est réalisé grâce à la projection des moindres carrés boostés. On a aussi mis au point une stratégie, du coup, elle est pas encore publiée, cette stratégie, mais elle est dans ma thèse, qui nous permet d'avoir une stratégie des moindres carrés boostés adaptative qui nous permet de contrôler l'erreur de discrétisation qu'on commet dans les feuilles, et également des stratégies adaptatives pour le contrôle des rangs alpha, l'estimation des composantes principales, de telle sorte qu'on a un nombre d'évaluations proche de la complexité de notre outil d'approximation. Et des travaux futurs, ce serait par exemple de prendre, des choses qui sont intéressantes et qu'on n'a pas encore considérées, ce serait de prendre des contraintes en considération, par exemple d'essayer d'approcher dans ces formats de tenseurs une densité de probabilité et du coup de se dire que ça doit être toujours positif, ou bien de prendre en compte des variables d'entrée qui seraient corrélées. Voilà, il y a d'autres sujets. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup Cécile, hein, c'est vraiment hyper intéressant. C'est des sujets dont on avait déjà un petit peu entendu parler parce que Anthony et notamment dans la communauté, notamment Mascotte Nu, un peu Open Turns, c'est une approche qui est assez populaire. On avait eu aussi la chance d'avoir Guillaume Perrin qui était venu nous parler un peu de ces algorithmes lors de la dernière rencontre entre chercheurs et ingénieurs, qui est un peu qui est une journée complète organisée par Fimeca et le groupe Incertitude Industrie. Et là, on voit que tous ces travaux sont bien vivants et les résultats que tu présentes, moi, m'ont beaucoup impressionné. On a débordé sur l'horaire, mais on a encore 16 personnes, donc ça veut dire que effectivement c'était intéressant. Est-ce qu'il y a du coup, prenons le temps pour une ou deux questions, si vous le voulez bien. Est-ce que quelqu'un veut se manifester? Alors là, il faut soit prendre la parole directement, soit il y a un truc où on peut lever la main dans le chat. Et en général, c'est premier arrivé, premier servi. Sinon, en attendant que chacun réorganise ses idées, est-ce que le manuscrit de ta thèse est déjà disponible ou Oui, il est sur Internet depuis mars, là. C'est bon, les corrections ont été faites. D'accord, ok. Voilà, donc il y a vraiment tout dedans. Tu pourras m'envoyer, super. Si tu peux nous envoyer le lien. Ouais, bien sûr. Je vais mettre dans le chat. Très intéressé. Sinon, avant d'aborder la technique, est-ce que tu as déjà des projets pour l'après-thèse? J'imagine que oui, mais... Ah oui, en fait, du coup, je suis restée comme ingénieure de recherche dans l'équipe au CEA, dans l'équipe de Guillaume Perrin, en fait. Bon, du coup, il n'est plus dans cette équipe maintenant. Mais voilà. Donc, ça veut dire un bon point pour le CEA qui sait garder ses doctorants. C'est pas la première fois, mais c'est une très bonne chose. Ok. Alors, si personne ne veut... merci pour le lien, ouais, super. Moi, j'avais des petites questions. Oui. Qui sont peut-être pas hyper précises parce que je maîtrise pas encore tout à fait le formalisme là, de vos algorithmes. Nous, en fait, il y a un des points qui m'interpelle parce que nous, on a une approche un petit peu cousine. D'ailleurs, il faudrait voir si peut-être ça se connecte ou de la même façon, en fait, on alterne des projections et puis des estimations de fonctions. Si j'ai bien compris, donc vous faites bien des projections sur l'espace linéaire, mais tu as précisé que c'était des projections obliques. Oui. Du coup, ça, c'est un apport marginal ou ça change complètement la donne? En fait, le but, c'était vraiment d'avoir ce contrôle de l'erreur d'approximation. Et en fait, avec l'interpolation, par exemple, du coup, je dis projection oblique par opposition à projection orthogonale parce qu'on n'est pas capable de calculer. Voilà.
Et en fait, c'était vraiment important parce que du coup, dans les travaux originels d'Anthony, il avait fait avec de l'interpolation et les opérateurs d'interpolation, les normes d'opérateurs d'interpolation qui arrivaient dans les constantes, on n'est pas capable de les contrôler. Et nous, vraiment, en fait, le but, c'était d'avoir une erreur contrôlée. Donc, si ça t'intéresse, dans ma thèse, j'ai développé plus ces exemples-là où on compare l'interpolation avec la projection des moindres carrés boostés et on voit qu'avec la projection des moindres carrés boostés, on arrive à obtenir l'erreur qu'on veut, en fait, alors que l'interpolation, il y a des exemples de fonctions pour lesquelles, en fait, on n'y arrive pas quand on demande une certaine erreur, en fait. Ok, ouais. Donc c'est ça. Donc ce que tu appelles, les moindres carrés boostés, c'est projection des moindres carrés boostés, c'est un peu un autre nom pour ces projections obliques. C'est bien la même chose. Oui, c'est ça. En fait, c'est un autre type de projection que l'interpolation qui a le mérite de vérifier une propriété de quasi-optimalité. Ok. Bon, c'est super intéressant. Je pense qu'on va regarder ça. Ça peut peut-être se caser dans nos travaux. Et après, et puis j'en profite juste pour dire aussi qu'il y a il y a une toolbox en Python qui a été développée par Anthony. Ça s'appelle TenSap. Je pense que elle est un peu, je pense, dure à prendre en main, mais il y a pas mal de tutoriels et tout ça, parce que j'ai vu que tout à l'heure, vous partagez aussi des logiciels par rapport à OpenTurns. Donc, je peux aussi mettre le lien. Ouais, oui, bien sûr. Et en fait, où il y a tous ces outils qui sont implémentés. Parce que du coup, avec l'algèbre tensorielle, c'est pas forcément facile. Oui. Voilà. Déjà, oui. Déjà pour appréhender conceptuellement pour les gens qui sont pas bien rodés, qui ont un peu lâché l'algèbre depuis quelques temps, c'est pas facile. Alors quand tu as les programmés, c'est encore autre chose, quoi. Donc ouais, ça c'est précieux. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un travail sur... Parce que là, en fait, donc il y a quelque part, il y a un moment, il y a un ensemble qui a approché, en quelque sorte, un ensemble de... Oui. Et autant, par exemple, quand on fait de la CP, on dit, voilà, j'approche mon ensemble par un espace vectoriel. J'approche mon nuage de points par sa projection sur un espace vectoriel. Là, en fait, comme il y a une composition, est-ce qu'il y a eu quelque chose sur caractériser l'ensemble résultant? Est-ce que en fait, l'ensemble résultant, du coup, c'est une variété. Les formats de tenseurs basés sur des arbres, c'est des variétés. En fait, du coup, c'est une approximation qui est multilinéaire, parce qu'à chaque fois, du coup, on fait des approximations linéaires et ça résulte... oui, ok. Mais du coup, ça, si ça t'intéresse, je sais qu'il y a Anthony avec Antonio Falco et Wolfgang Hackbusch, ils font beaucoup de travaux sur la géométrie, en fait, de ces espaces de tenseurs basés sur des arbres. Donc, c'est assez complexe. Mais voilà. Oui, effectivement, ça nous intéresse parce qu'en fait, nous, de notre côté, dans des travaux qu'on mène avec INRIA et notamment l'équipe Statify de Grenoble, on était en contact depuis justement la première rencontre chercheur-ingénieur il y a 2 ans. On travaille sur un algorithme de modèle dit auto-associatif. Et en fait, quelque part, il y a une parenté parce que de la même façon, on cherche à approcher un ensemble par une certaine classe de variété multilinéaire également, quoi. Donc la démarche est différente parce que quelque part, on part un peu des racines plutôt que des feuilles et il n'y a pas l'aspect polynomial parce que ce qu'on cherche à approcher, c'est pas forcément fondamentalement des fonctions, c'est au départ des ensembles de points, quoi. Mais néanmoins, je pense qu'il y a une certaine parenté et il y a quand même cette notion que voilà, on va approcher un ensemble par une certaine classe de variété, par projection successive et composition, et ça c'est super intéressant. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou Oui, moi, donc Maëva qui parle. Cécile, je voulais te remercier. Je trouvais ça aussi extrêmement intéressant, ta présentation. Je pense j'aurais peut-être des questions, mais il faudra que je me replonge un peu dans la présentation parce que même si tu as très bien illustré ton travail avec des exemples, etc. J'ai encore besoin de digérer les informations, mais c'était vraiment extrêmement bien présenté et intéressant. Donc merci. Merci. Et puis merci à toi aussi pour le soutien logistique. Pas de souci. Avec plaisir. Très bien. Bon, je pense que voilà,
bon, finalement, on n'a pas tant dépassé ça un petit peu, mais en tout cas, merci à tous. On a eu jusqu'à 25 participants sur des sujets qui sont quand même assez pointus, donc on est super content que ce groupe puisse vivre comme ça à distance. Merci bien sûr aux deux orateurs pour ces deux contributions. Et puis, très probablement, enfin, on voit que le sujet est fécond et intéresse beaucoup de monde, donc je pense qu'on aura un troisième opus et certainement d'autres. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et bon appétit, ça commence à se préciser. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Salut.